Donc, la prochaine présentation sera sur l'hypertension. Merci d'être là. L'hypertension artérielle dans 10 ans. Professeur Patak de Toulouse. Merci aux orateurs et aux organisateurs. Donc moi, je vous propose un petit voyage dans le temps et essayer de vous faire rêver sur ce que pourrait être l'hypertension artérielle dans 10 ans. Alors, probablement que nos appareils de mesure, on reparlera des recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle qui insiste sur les mesures en dehors du cabinet et qui dit que finalement ça ne sert plus à rien de mesurer la pression artérielle au cabinet. Donc il va y avoir probablement un développement de ces appareillages de plus en plus petits, de plus en plus faciles à porter. À gauche, un appareil d'automesure et à droite, une petite montre connectée qui permet de mesurer la pression artérielle en continu sans les méfaits, vous savez, de la MAPA qui vous comprime le bras la nuit et qui vous fait mal. Avec la révolution, on est actuellement en train de tester ça dans notre incubateur qui est en fait comme un petit tatouage que vous pouvez poser sur la peau et qui aujourd'hui permet de mesurer la rigidité artérielle mais aussi la température et qu'on est en train de développer pour mesurer la pression artérielle systolique. Et probablement demain, ce que développent actuellement les Suédois, vous voyez ce petit dispositif qui est implanté sous la peau, qui aujourd'hui sert en fait à des activités du quotidien, à ouvrir une porte. En fait, c'est plutôt un outil de reconnaissance d'identité, mais sur lequel on est en train de bâtir. Il y a une petite plateforme médicale qui est en train de se mettre en place autour de ça pour avoir accès à des données et notamment à évaluer l'effet de la pression artérielle sur le vaisseau avec le relargage d'un certain nombre de peptides. Vous voyez ici à droite comment ce petit dispositif est implanté sous la peau de ces Suédois. Il y a actuellement 4000 Suédois qui sont volontaires pour qu'on leur implante cette petite puce sous la peau pour mesurer un certain nombre de paramètres. Donc je crois que, la mesure va se simplifier, va devenir quelque chose de quasiment continu, en temps réel, avec des dispositifs qui vont s'alléger. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura des nouveaux médicaments dans l'hypertension artérielle dans 10 ans? Je pense que la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà beaucoup de médicaments, que le marché est saturé, que le développement de ces médicaments coûte excessivement cher et qu'il faudra toujours démontrer, au-delà des effets sur la morbidité et la mortalité, une plus-value par rapport au traitement de base. Donc tous ces médicaments que vous avez ici, qui sont en développement, mais qui visent en fait des systèmes que l'on connaît déjà, le système rénine-angiotensin-aldostérone, le système des peptides natriurétiques, le système de l'aldostérone, ils sont en développement, mais je crois que leur développement est quasi impossible dans le monde actuel où on n'a pas assez de ressources pour promouvoir le développement d'un médicament qui agit sur une classe de systèmes que l'on connaît déjà. Il y a par contre de nouveaux systèmes. On a beaucoup parlé durant les dernières sessions des inhibiteurs de SGLT2 et je pense que ça fait partie des nouvelles classes pharmacologiques qui pourraient voir le jour dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc c'est probablement pas des nouveaux médicaments sur des systèmes que l'on connaît, mais des nouveaux médicaments sur des nouveaux systèmes avec une action peut-être plus transversale. Et là, je crois qu'il y a quelques pistes, notamment avec ces inhibiteurs du transport de SGLT2. Et puis il y a d'autres travaux en cours, mais je dirais qui sont très préliminaire sur l'intérêt de moduler l'inflammation dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Là aussi, des stratégies très innovantes, mais très complexes à mettre en place parce que ça nécessite le développement notamment d'anticorps monoclonaux. Vous avez vu tout à l'heure la présentation de l'étude avec le canakinumab. Le canakinumab qui est un anticorps monoclonal anti-IL2 qui a des effets cardiovasculaires et même dans le cancer fantastique, qui pourrait être un médicament de l'inflammation pour prendre en charge le risque cardiovasculaire, mais dont le coût est excessif. Aujourd'hui, 100 000 € pour une année de traitement. Donc, il y a vraiment un enjeu de trouver des nouveaux médicaments sur de nouvelles cibles, mais avec des enjeux biotechnologiques et de coûts qui font probablement que ce n'est pas l'avenir de la prise en charge de l'hypertension artérielle. L'avenir, c'est bien sûr de réduire le nombre de comprimés et de passer de ces traitements où on donne 4, 5, 6 médicaments à une monopile ou à une pilule un peu particulière. Et une explication, c'est cette étude qui a été faite par l'équipe de Salim Youssouf, dans laquelle on a réussi à mettre 4 comprimés sous la forme 4 traitements sous la forme d'un seul comprimé, donc 4 traitements classiques, un ARA2, un inhibiteur calcique, un diurétique, un bêta-bloquant, mini-dosé, donc facilement utilisable. Et l'idée de cet essai qui a été réalisé en Inde, c'était de voir si finalement ce petit comprimé qui contient 4 médicaments est capable de modifier la donne chez nos hypertendus. Et vous le voyez ici, un effet très significatif, une réduction de la pression artérielle systolique de jour sur MAPA de plus de 20 mm de mercure. Donc ça marche, c'est simple, les gens le prennent, ça coûte pas cher parce que ce sont des médicaments génériqués et l'adhésion et la compliance augmentent de manière très significative. Vous le voyez ici, lorsqu'on compare finalement le bénéfice de ce type de traitement par rapport aux stratégies traditionnelles, eh bien si vous mettez 4
comprimé sous la forme d'un seul comprimé et que ces 4 associations sont mini-dosées, l'efficacité antihypertensive est là. Donc je crois que ça, c'est une vraie révolution dans la prise en charge de l'hypertension. Et puis, dans la gestion du traitement, on vous l'a dit, il y a un enjeu qui est celui de l'observance et de l'adhésion. Et il y a des stratégies qui se développent. Ici, en fait, un système qui va vous permettre d'encapsuler un médicament, par exemple ici le valsartan, dans un petit comprimé qui est un petit peu spécial, facilement digestible. Vous collez un petit patch sur l'abdomen, qui est représenté ici. Et en fait, lorsque le médicament arrive dans le tractus digestif, il se dissout. Et il envoie un signal sur ce petit patch, qui lui-même va envoyer un signal sur votre iPhone ou votre iPad, qui lui-même va envoyer un signal sur un serveur à votre médecin pour lui dire votre patient a pris son médicament, donc le patient est au courant, il mesure sa pression, il sait que le médicament est passé, mais le docteur surtout a la capacité de surveiller son patient et de vérifier si son patient est adhérent. Ça pose un grand nombre de questions sur le plan éthique. Est-ce qu'on flique nos patients pour voir s'ils prennent leur médicament? Mais en tout cas, les outils sont là. Autre, je crois, révolution dans la prise en charge de l'hypertension, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les nanotechnologies. Vous avez la possibilité, en utilisant ce type de dispositifs, que ce soit des dendrimères ou des nanoparticules, qui ont déjà été testés pour des médicaments cardiologiques, pour le carvedilol, pour la nitrandipine ou pour le candesartan. En fait, cette stratégie, elle a 2 avantages. Elle prolonge la demi-vie et la durée d'action du traitement. On pourra passer à des traitements qui sont aujourd'hui quotidiens, à des traitements hebdomadaires, voire des traitements mensuels. Donc, une prise unique par mois pour traiter l'hypertension artérielle. Et la stratégie de nanoparticules permet aussi de réduire les effets indésirables. Donc ça, c'est à mon avis une véritable avancée. Et puis peut-être l'avancée ultime, c'est le vaccin. Il y a eu pas mal de travaux chez l'animal et quelques travaux chez l'homme qui suggèrent qu'on pourrait demain imaginer qu'il y ait un vaccin pour prendre en charge l'hypertension artérielle une fois par an, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Et ça serait à mon avis une vraie avancée. Et peut-être, on le sent, nos patients ne veulent plus prendre de médicaments, ils ne veulent plus prendre de statines, ils ne veulent plus prendre de IEC. Donc peut-être qu'il y a une stratégie qui pourrait passer par une approche non médicamenteuse. Vous voyez ici ce traitement qui paraît très intéressant puisqu'il réduit la pression artérielle d'à peu près 10 mm de mercure en pression de consultation. Ce traitement, c'est du jus de betterave. En fait, un verre de jus de betterave par jour réduit la pression artérielle systolique d'à peu près 10 mm de mercure. C'est quelque chose qui a été validé depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, je crois que l'avenir, ce sera probablement ce traitement non pharmacologique qui est finalement quelque chose de naturel. Enfin, pour terminer, probablement une grande avancée avec des dispositifs médicaux. On a beaucoup parlé, vous savez, de dénervation rénale. Il y a eu cette année 3 publications dans le Lancet qui montrent que cette technique, lorsqu'elle est comparée à une approche placebo-sham, c'est-à-dire on fait de la dénervation, on se compare à une procédure interventionnelle de type placebo, à chaque fois, cette intervention a tiré son épingle du jeu chez des hypertendus non traités, donc ça pourrait être une alternative au traitement, ou chez des hypertendus traités de manière modérée. Et vous le voyez, on observe ici en pression artérielle de consultation, mais aussi en pression artérielle en MAPA, une réduction d'à peu près 10 mm de mercure de la pression artérielle. Donc le futur de l'hypertension, c'est détecter qui va développer de l'hypertension artérielle en combinant les données aujourd'hui de big data et les analyses génomiques. C'est faire du diagnostic de façon allégée, avec des dispositifs implantables comme cette petite puce ou les petits tatous qu'on peut coller sur la peau. C'est personnaliser le traitement en fonction du phénotype et peut-être aller à des traitements qui sont de moins en moins médicamenteux, soit interventionnels, soit ce qu'on appelle des alicaments, c'est-à-dire des traitements qui sont dérivés de produits alimentaires. Imaginez peut-être un changement de la pharmacocinétique avec des traitements dont la durée d'action sera de plus en plus longue, une fois par semaine, une fois par mois, ou le vaccin une fois par an. Et puis, peut-être qu'on verra si ces choses se vérifieront dans 10 ans. Donc, rendez-vous à cet EVOI 2028 pour voir si je me suis trompé ou si j'ai dit juste. Merci. Merci. Question dans la salle? Alors, il y a encore un autre truc pour faire en sorte que les patients prennent mieux leur médecin, ça a été évoqué aux États-Unis, c'est le pay for compliance. Soit on paye le médecin, soit on paye le patient. Si le patient prend bien ses médicaments, il a une prime. Et si il a la prime, le médecin aussi, parce qu'il a été très bon. Bon, voilà. Est-ce qu'on a tous vu il y a quelques semaines la présentation de Apple de leur nouvelle montre par rapport au diagnostic des patients, pour ne pas passer à côté de certains patients qui feraient des troubles du rythme? Bon, c'est pas tout à fait l'hypertension, mais on est dedans. Est-ce que réellement ça peut apporter quelque chose? Est-ce que c'est un gadget, c'est
ça a été validé par la FDA aux États-Unis, ça a été adoubé par la HA, le président de la HA est venu parler pendant la présentation. C'est un objet qu'on peut acheter n'importe où, enfin, assez facilement. Est-ce que réellement ça peut apporter quelque chose, diagnostiquer plus de patients? Parce que en découvrant un rythme très bas ou un rythme très haut, l'ECG, une dérivation envoyée directement de manière, selon eux, sécurisée au médecin traitant, est-ce que réellement ça peut apporter quelque chose? On peut passer à côté de mort subite, de choses... Moi, je crois qu'il y a dans ta question, il y a plusieurs interrogations. C'est d'abord la validité de ce type d'outil. Donc la validité, elle repose sur des études qui sont discutables. En fait, ça reste un outil de dépistage et pas un outil diagnostique. Autrement dit, bon, effectivement, s'il y a un signal, ce signal est envoyé au cardiologue ou au médecin traitant qui, lui, convoquera le patient et lui permettra de faire un électrocardiogramme dans les règles de l'art. Mais pour la fibrillation auriculaire en particulier, où le risque principal, c'est le risque embolique, ça vaut le coup d'être un peu dans du surdiagnostic, parce qu'au moins on est sûr de ne pas passer à côté de quelqu'un qui pourrait faire un AVC ou un embole. Mais d'un autre côté, c'est le deuxième problème, ces outils-là, s'il n'y a pas d'éducation avec, vont polluer les consultations. Moi, toutes les semaines, j'ai une dizaine de patients qui viennent pour me dire, oui, j'ai un fréquence cardiomètre, et cette semaine, j'étais un peu inquiet, j'étais à 90, alors que d'habitude, je suis à 70. Bon, donc ça, il y a de la pollution, il y a du bruit de fond, et donc ça nécessite éducation. Troisièmement, ensuite, il y a la validation clinique, réelle, parce que là, ça reste du dépistage, et la validation diagnostique, on en est très très loin, parce que finalement, la qualité de ce type d'objet, elle n'est pas validée sur le plan clinique, c'est-à-dire dans un essai dans lequel on dit la sensibilité à la spécificité pour la FA, elle est de temps. Aujourd'hui, la sensibilité à la spécificité est très faible. Donc je crois que le message pour la Apple Watch et pour les arythmies, c'est un bon outil de dépistage pour éviter de ne pas passer à côté d'un événement. Il y a beaucoup de bruit de fond et ce n'est pas un outil qui a une validité de diagnostic clinique. Merci. Donc on n'a pas de temps. Peut-être à la fin de la session pour discuter. Oui, je reste là. Je suis là. Merci. Bon. Merci.